Bonjour, bonsoir. Le numéro de l'invité sur Mazlek Info reçoit une personnalité politique, ancien prisonnier d'opinion, Frédéric Massavala Mabumba, qui, près d'un an après sa sortie de prison, a récemment fait une sortie aux allures de rentrée politique. Frédéric Massavala Mabumba, bonjour. Bonjour, monsieur Malek. Alors, vous êtes un ancien tolard, c'est cela? Oui, Hein? Vous avez payé le prix de la prison au nom de vos opinions politiques? je peux assumer ce qualificatif. Vous savez, parmi les commandements, il y a un qui a sorti une promesse. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Alors, par ces années de prison, j'ai honoré la mère patrie. J'espère vivre longtemps. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été un prisonnier d'opinion, un prisonnier politique? Même si l'État vous dénie le qualificatif de prisonnier politique. Bon, ce que les hommes disent n'importe pas beaucoup. Ce sont les faits et la réalité qui importent. Qu'est-ce que ça fait d'être... De porter dans votre chair des années de prison au nom de vos opinions? Bon, ça fait beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté de savoir qu'on a payé de sa liberté, de sa vie, ses idées pour un pays, un autre pays, pour l'amélioration de son pays. Lorsque Jésus offre sa vie pour la rédemption des autres, c'est une mission, c'est un sacerdoce. Lorsque Mandela offre sa vie, une trentaine d'années de sa liberté, c'est une mission. Donc je me sens jusqu'aujourd'hui dans cette mouvance de ceux qui sont appelés à donner un peu plus que les autres de leur vie, de leur liberté pour la vie du grand nombre. Donc peut-être des remords, mais pas de regrets, c'est cela? Non, vous savez, je ne peux pas regretter. D'autant plus que ceux qui m'y ont envoyé ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils ne faisaient que répondre à l'appel de mon destin. Je devais passer par là. Bon, ils ont été utilisés pour m'envoyer là-bas. Je n'ai aucun regret. Donc, à vous entendre, ça a capitalisé votre personnalité plutôt? Oui, en sortant de prison, je suis parfaitement conscient que c'est un autre Massavala qui est sorti de prison. Un Massavala bonifié. Un Massavala qui voit le monde et les autres différemment. Et ça, je le dois à la prison. Vous savez, la prison ne se raconte pas, il faut vivre. Il faut vivre la prison pour savoir ce que c'est. Et lorsqu'on a été aussi proche de la mort, vous ne pouvez pas sortir de là le même. C'est comme quelqu'un qui a été très très gravement malade, qui a frôlé la mort. Lorsqu'il revient à la vie, ça m'étonnerait qu'il soit la même personne. Justement, la prison vous a éloigné des tribunes politiques. On vous sait un grand tribun, un acteur politique de premier plan. Un an après votre sortie, vous avez récemment fait une sortie des bois aux allures de rentrée politique. Massavala est-il entièrement de retour sur l'arène? Dans l'arène, j'allais dire? Bon, on peut dire ça comme ça. Moi, je pars du principe que trop communiquer agace les autres. Voilà. Pas communiquer du tout peut faire naître également des suspicions. Donc, il faut savoir garder le juste milieu. Et c'est par respect à ce juste milieu que je me suis autorisé ces derniers temps de communiquer, de dire ce que je pense, de partager ma vision de l'avenir du pays. Voilà. Mais je voudrais simplement vous rectifier en disant que la prison m'a tenu hors du combat politique. Je vous signale que j'ai été le premier Gabonais à être candidat depuis la prison. Ah si, et élu. élu conseiller départemental. Conseiller départemental. Exactement, j'ai eu 4 conseillers. Voilà. Et puis bon, je n'ai pas pu... Ça n'a pas été si facile que ça, la validation de votre dossier.
plusieurs rejets. Il a fallu que vos gardes tiennent fort pour que, in fine... Oui, il a fallu prendre des avocats, il a fallu aller à la Cour constitutionnelle, mais il faut mettre tout cela dans le balbutiement de la démocratie. Premier prisonnier au Gabon à être élu, à avoir un mandat électif depuis sa cellule, oui. C'était un instant de fierté, probablement. Je laisse aux autres le soin d'apprécier. Parce que je crois que ce n'est pas bon d'être un acteur et d'apprécier ses propres actions. par modestie. On va profiter comme ça à tirer notre chapeau à vos équipes qui ont été tenaces. Ce sont des gars formidables. Pour, au-delà de faire basculer la validation de votre candidature, ont été sur le terrain, ouais. Et se sont battus contre des loups parfois sans moyens. Voilà. Ce sont des garçons formidables et je suis fier des dames et des hommes qui m'entourent. Je suis fier de leur loyauté, de leur combativité, de leur foi en ce que nous faisons. Et vraiment, je rends grâce à Dieu qui a fait que j'ai autour de moi ce genre de personnes qui voient à l'idéal et non à l'assiette. Voilà. On retrouve un Frédéric Massavala qui est très présent ces derniers temps sur les tribunes médiatiques, c'est-à-dire vous remontez sur le ring, vous reportez les gants. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes à l'orée de 2021. Nous sommes à l'orée de 2021, c'est-à-dire à 2 ans de 2023. Et 2023 constitue un tournant important dans notre pays parce que... Dans le calendrier politique gabonais, dans le calendrier politique présidentielle. Il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a également les législatives locales et présidentielles. Donc moi je crois que si on est un homme politique sérieux, on ne peut pas être à l'orée de 2021 les bras croisés. Ou alors le regard tourné sur 2016. C'est vrai que les politiques n'aiment pas dévoiler leur feuille de route. Massavala Mabumba, candidat en 2023? Non, on ne dira pas ça comme ça, pas du tout. Moi, je considère... J'aime bien prendre une image, c'est le football. Lorsque 11 joueurs vont descendre au stade, ils ne se disent pas que moi, c'est moi qui vais marquer le but de la victoire. On donne le ballon au moment venu à celui qui est le mieux placé pour marquer. Donc moi je me considère comme un joueur, je descends au stade, je ne sais pas qui va marquer le but de la victoire. Si j'ai le ballon, je le passerai à celui qui est mieux placé. Mais si on me passe le ballon et que je suis le mieux placé, je vais marquer ce but. Vous allez marquer ce but. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je serais prétentieux de dire que je serai ci, je ne serai pas ça, je ferai ci, je ne ferai pas ça. La seule chose que je sais, que je fais et que je ferai encore, c'est de me préparer pour être prêt aux échéances de 2023, les échéances législatives, les échéances locales et les échéances présidentielles. Si Dieu m'accorde la vie, la santé, je crois que je serai présent à ces 3 rendez-vous. Pour revenir sur votre passage par la case prison, soulignons que vous avez été interpellé dans la fièvre des contestations post-scrutin de la présidentielle de 2016. Et l'un des instants intarissables de cette contestation post-présidentielle est le massacre des populations civiles au QG Jumping le 31 août de la même année. Et 4 ans après, le 31 août 2020, vient d'être célébré sur fond de sobriété. Frédéric Massavala Mabumba, 4 ans après, quel recul politique et historique? Bon, c'est des moments douloureux que tout Gabonais vit. C'est un anniversaire pénible. Ce jour-là, j'étais au siège du président Jumping et je devais, en ma qualité de porte-parole de la coalition, animer une conférence de presse pour analyser les résultats que nous avions compilés, que l'opposition avait compilés. Puis au moment de commencer l'émission, j'ai été, mais alors là, fortement pris par une envie de partir de là, que je ne m'explique pas, en tout cas que je ne m'expliquais pas au moment des faits. Alors je me suis levé
Et puis les journalistes, vos confrères, ont essayé de m'arrêter, mais vous ne pouvez pas partir, on va commencer. Je dis, bon, vraiment, si trouvez quelqu'un d'autre qui puisse faire l'analyse avec vous, je ne peux pas rester là, je ne sais pas. Vous avez pressenti le danger? Je ne sais pas, c'est inexplicable. En tout cas, j'ai eu envie de partir, mais très très fortement. Lorsque j'ai quitté les lieux, que je suis à peine arrivé à la maison, qu'on m'a appelé pour dire qu'ici il y a du grabuge. Donc, c'est comme cela. Donc vous avez échappé in extremis. In extremis, bien sûr. Je suis reparti le lendemain matin et c'est des impacts de balles. Je crois que c'est encore visible aujourd'hui. C'est les impacts de balles. C'était affreux à voir. Et puis bon, on a vu les images, les photos de jeunes gens qui étaient tombés ici et là. Bon, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que véritablement que plus jamais ça n'arrive dans notre pays. Et même partout ailleurs. Plus jamais le sang ne doit couler pour des positions de pouvoir. Plus jamais cela. Et je suis sûr que nous pouvons faire de la politique, construire notre pays et faire l'économie des violences. Nous pouvons faire valoir la démocratie. La démocratie, il y a bien des pays, même des pays africains, où l'alternance politique, où l'élection présidentielle ne se vit pas en danger de mort. Donc moi je crois que mon souhait, ma pensée va à l'endroit des familles, de ceux qui sont tombés, de ceux qui sont morts pour avoir exprimé une idée. Vous avez échappé belle là et quelques jours après vous êtes pris par la Direction Générale de Recherche pour votre prise de position en faveur de Jean Ping. C'était quand même quelques semaines plus tard. Oui, parce que là, vous parlez des événements du 31 août. Moi, j'ai été arrêté le 6 septembre 2017 d'ailleurs. Parce que là, vous parlez du 31 août 2016. Donc, c'était un an plus tard. Bon, j'ai été pris, j'ai servi à la présidence de la République. J'ai servi à la présidence de la République, donc je garde pas mal d'amis là-bas. J'ai servi en tout, je crois, 7 ans à la présidence de la République. Donc je garde des amis bien placés dans les sphères du pouvoir. Et beaucoup m'ont prévenu que mon arrestation était une question de temps, de jours. Il fallait que je parte, comme l'avaient fait un certain nombre d'entre nous, des opposants. Et vous avez refusé de prendre la fuite? J'ai refusé de partir parce que je me dis, lorsqu'on évite une difficulté, on la remet simplement plus tard, on la retrouvera. Il vaut mieux y faire face et puis on n'en parle plus. Donc, je vous avoue d'ailleurs que j'avais même pensé au pire. J'avais même pensé au pire, que je pouvais... Ah oui, parce que vous avez laissé une adresse... Exactement, avant d'être arrêté, parce que je savais que je serais arrêté, j'ai laissé ce poste-là pour dire que bon, ben, si je tombe, soyez fiers de moi, ben, c'est la vie, ce n'est pas grave. Mais j'ai préféré affronter. Mais Dieu merci, je ne suis pas mort. La preuve, c'est que je suis en face de vous. Oui. Après votre sortie de prison, des nuages semblent, depuis votre sortie de prison, des nuages semblent planer dans vos relations avec Jean Ping. Non, il n'y a aucun nuage. Il n'y a aucun nuage, monsieur Jean Ping. Mais votre déclaration n'a pas été très tendre en faveur de Jean Ping après votre sortie de prison. Mais ce n'est que la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Moi, j'ai dit que je ne crois plus à ce que ce monsieur prête serment. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ben, les gens me vont shooter dessus. Bon. Vous avez été son porte-parole, proche collaborateur. Oui. La désillusion, si on peut le dire ainsi, est apparue à partir de quand, à partir de quoi? À partir de mon arrestation. Parce que on m'arrête, parce que on m'a donné des informations. Comme quoi on était en train de prendre le pouvoir. Donc on pouvait y aller. Le pouvoir, nous étions en train de le prendre. Bon. Je suis allé de toutes mes forces, de toute mon âme, par rapport à ce qui apparaît aujourd'hui comme une naïveté de ma part. Donc on vous a vendu du vent. Voilà, exactement. Mais vous êtes un acteur politique avisé, vous n'avez pas flairé... Mais j'ai eu tort de faire confiance. C'est pour ça que je plains ceux qui aujourd'hui continuent. Vous savez, l'extrême naïveté, c'est un péché. L'extrême naïveté, c'est un péché, c'est une faute politique. 4 ans après les élections, vous allez me dire que bon, on vient bientôt, on va bientôt prêter seulement. Il y a des gens qui croient ça, monsieur Malekou. Vous croyez à ça, vous?
Mais bon, c'est bien s'il y a des gens qui croient ça, mais je salue leur foi. Mais le temps finira par émousser cette foi-là. Parce que s'il y a quelque chose sur laquelle on ne peut pas, devant laquelle on ne peut pas jouer, c'est la vérité. Et la vérité, le temps finit toujours par la révéler. La vérité, c'est que bon, le rapport de force n'est pas en faveur, n'a jamais été en faveur de notre camp, de l'opposition. C'est ça la vérité. Et puis, aujourd'hui, ça fait 4 ans, demain, ce sera 5 ans, après 6 ans, mais rassurez-vous, M. Malékou, le 31 décembre prochain, vous verrez quelqu'un venir parler comme un président à la nation à l'orée du 1er janvier 2021. Et le 17 août 2021, il reviendra pour parler à la nation. Je crains que ça ne s'arrête que ça. D'accord. Frédéric Massavala, lors de votre récente sortie, vous avez appelé à l'unité, quasiment l'union sacrée des fils du Gabon, fils et filles de tous bords confondus. Et je crois que là, les membres de la majorité ne sont pas exempts de cet appel. Jean Ping non plus. Alors, il faut que les fils s'unissent sans distinction au-delà de ces clivages idéologiques, politiques, tout le monde uni. Moi, je pars d'un principe. Pour moi, la politique a 2 étapes majeures. L'étape de la conquête de pouvoir et l'étape de l'exercice de pouvoir. Ça fait 2 étapes. C'est pour ça que, pour moi, lorsque nous nous sommes battus dans la conquête du pouvoir et qu'il y a un gagnant, peu importe la manière dont il a gagné, s'il est assis au fauteuil présidentiel, il a gagné. Ce n'était pas mon souhait parce que j'ai voté pour Jean Ping, j'ai battu campagne pour Jean Ping, donc je ne souhaitais pas que ce soit M. Ali Bongo qui continue d'être au pouvoir. Ce n'était pas ma volonté. Mais au-delà de ma volonté, il y a les faits et la réalité sur laquelle on ne peut pas déroger. Bon, moi je m'inscris simplement en contradiction avec ceux qui veulent prolonger l'étape de la conquête du pouvoir au-delà du temps circonscrit. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans seulement pour l'étape de la conquête du pouvoir. Moi je ne m'inscris pas dans cette façon de faire la politique. Il y a la conquête du pouvoir, ensuite il y a l'exercice du pouvoir. Celui qui est au pouvoir dit « Je vous tends la main, venez » pour qu'ensemble nous voyons les intérêts de notre pays au-dessus. Moi, je vous pose une question, M. Malékou. Est-ce que les acteurs politiques, nous, acteurs politiques, est-ce que nous nous posons des questions sur la manière dont vivent les Gabonais? Comment ils font pour envoyer leurs enfants à l'école? Comment ils font pour se soigner, pour se transporter? Parce que ce sont ces questions que les hommes politiques doivent résoudre. Si nous passons le temps simplement à regarder au rétroviseur, à regarder 2016, à ne parler que de théorie, de conquête de pouvoir, à quel moment, nous, hommes politiques, nous allons servir le peuple au nom duquel nous parlons? C'est pour ça que comme ça c'est fait dans tous les pays du monde, dans l'espace et dans le temps, oui, il peut arriver un moment où, après la phase de la conquête du pouvoir, nous passions à l'exercice du pouvoir où chacun peut apporter sa contribution pour soulager les problèmes du Gabonais. C'est ça ma préoccupation. Ça veut dire que vous êtes donc ouvert à une main tendue d'Ali Bongo pour participer à la gestion du pays? Mais je l'ai dit 1001 fois. Ce n'est pas moi qui suis ouvert. J'appelle la classe politique à s'ouvrir pour qu'ensemble, nous essayons d'atténuer les problèmes, les difficultés de nos concitoyens. Voilà. C'est trop facile de dire que bon oui, ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est tel gouvernement, il ne sait rien faire, c'est tel machin, il est incompétent, il n'arrive pas à le faire. Mais pendant qu'on désigne le responsable de la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment pourrait s'appeler cette concertation? Parce que Maître Louis-Gaston Maïla a appelé à une sorte de, vous me prêtez le mot, une sorte de conférence nationale, c'est peut-être pas le mot, où les Gabonais s'asseraient. Chambrier appelait à une sorte d'unité également de tous les Gabonais pour bâtir un Gabon nouveau. Le format que vous donnez à ce rassemblement des fils et filles du Gabon, quelle est la perspective qui est la vôtre? La seule chose qui me sied, qui me va, c'est que vous êtes en train de me dire que je ne suis pas le seul aujourd'hui
à penser qu'il faille un rassemblement des Gabonais pour l'intérêt majeur de leur pays. Vous avez parlé de M. Chambrier, vous avez parlé de qui d'autre? Maître Gaston Maïla. Moi, je vous parlerai de Guinzouba Ndama parce que je l'ai entendu lors de sa rentrée politique à Mouila dire les mêmes choses. Donc, je ne suis pas le seul. J'ai été peut-être l'un des premiers à le dire, mais je ne suis pas le seul. Tant mieux. Maintenant, le format, le format importe peu. Qu'on l'appelle conférence nationale, qu'on l'appelle réconciliation, qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle ce qu'on veut, l'important est que les Gabonais se parlent. Comment dire, apaisent la tension, apaisent la situation, réduisent les grèves perlées dans les différents secteurs, mettent les Gabonais au travail et imaginent des solutions pour régler les problèmes des Gabonais. Je crois que c'est pour ça que nous faisons la politique. C'est pour ça. Ce n'est pas pour le calibre de nos véhicules ou de nos résidences. Non, c'est pour apporter quelque chose à nos compatriotes. C'est tout. Peu importe le format, moi personnellement, je serai partant, quel que soit le format. Ensuite, lorsque reviendront le stade de conquête de pouvoir, en ce moment-là, chacun se distingue. Nous nous battons à nouveau avec les idées et au plan démocratique. Et puis celui qui gagne, il gagne. Et les autres le félicitent. C'est ça la démocratie. Frédéric Massavala, plusieurs clichés ont été pondus après votre rencontre très médiatisée avec l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, actuellement à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alianga. De quoi s'agissait-il exactement? D'une rencontre informelle, d'une rencontre formelle, d'une conception de partage de pouvoir? Levez-nous le voile sur cette rencontre qui a fait couler assez d'encre de salive. Bon, il se trouve que lorsque je suis sorti de prison, ma fille Dominique Massavala, qui est maintenant appelée Madame Gaillet parce qu'elle épouse un Ivoirien, elle est médecin, donc elle officie dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, a souhaité que elle-même s'occupe de mes examens pour voir si je ne suis pas sorti de là avec un petit bobo. Donc je me trouvais en Côte d'Ivoire, auprès de ma fille, de mon gendre et de mes petites filles. Et puis, j'avais laissé mon téléphone ici avec un de mes collaborateurs, Nicolas. Alors, il reçoit un coup de fil pour dire que bon, il faudrait qu'on rentre en contact avec M. Massavala. Bon, il n'est pas là, il est à l'étranger. Ah, il faut absolument qu'on rentre en contact avec lui. Il me pose la question. Bon, le pouvoir veut absolument... Est-ce que je peux leur donner ton numéro? Je te donne leur mon numéro. On a donné mon numéro. Ah, monsieur, il faut absolument que vous rencontrez M. Lacruche à Mouila. Monsieur Lacruche, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je sais que c'est le directeur de cabinet du président. Bon, dites-lui que moi je ne vais pas rentrer pour son plaisir. J'ai des choses à faire ici. Lorsque je les aurai faites, je viendrai. En ce moment-là, on se verra. Non, 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 non. Bon, j'ai senti comme une insistance à la limite, je ne sais pas, beaucoup plus qu'une insistance. Bon. Et ils ont mis les dispositions pour que je sois à Libreville dès le lendemain. On a affrété un avion? Bon, je vous passe les détails. D'accord. Toujours est-il que le lendemain, j'étais à Libreville. Et dans la nuit, je me suis trouvé à Mouila, et de Mouila, je me suis trouvé à Ndendé. Parce que la fameuse photo a été prise à Ndendé. J'ai moi-même souhaité que cette rencontre soit publique, parce que je n'ai rien à cacher. J'en connais qui rasent les murs, qui ont un discours différent la journée et qui la nuit partent, rencontrent qui ils veulent et reçoivent quoi ils... peu importe, moi j'ai voulu que la rencontre soit officielle, elle a été filmée. Je n'avais rien à cacher, je n'ai rien à cacher. Il m'a appelé, moi j'ai été directeur de cabinet du président de la République dans ma vie. J'étais Omar Bongo, j'étais directeur de cabinet adjoint, j'étais l'adjoint de sa fille Pascal. Un des adjoints, avec les Félicité Ngoubili, les Jean-Marie Adze, les Patrice Sota, et ainsi de suite. On était un bon nombre de directeurs de cabinet adjoints. Moi, les enseignements que j'ai eus en politique, c'est que lorsqu'un directeur de cabinet t'appelle, il ne peut pas prendre une initiative sans en informer le chef, sans recevoir les instructions du chef. Donc, lorsqu'on m'a dit que M. Lacruche m'appelait, pour moi, de façon automatique, c'était M. Ali Bongo, président de la République, qui m'appelait. Je suis venu parce que je ne connais pas, M. Malekou, un pays
où un homme politique d'un certain niveau, tu diras que lui fait la politique sans parler au pouvoir, sans parler à ses adversaires. Je ne connais pas. Moi, mon modèle en politique s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela a passé la vie à négocier, à parler avec le pouvoir africaneur qui était l'instigateur de l'apartheid. Et c'est en parlant, c'est en rassurant les autres qu'il a réussi à démanteler l'apartheid qui était pour le peuple azani, le peuple zoulou, le peuple sud-africain, un problème d'injustice majeure. Donc, moi, je suis allé rencontrer M. Lacruche parce que je sais jusqu'au moment où je vous parle qu'un homme politique d'un certain niveau ne peut pas faire la politique dans sa petite chambre ou bien simplement en parlant. Vous savez, ceux qui parlent trop ne savent pas. Ceux qui savent ne parlent pas. C'est clair. Donc, je suis allé. Malheureusement, tous les Gabonais ont suivi. Nous nous sommes vus. Bon, nous nous sommes vus simplement pour prendre rendez-vous, en fait, à Libreville, où nous devions négocier. Il a eu simplement le temps de me dire que je souhaite que nous venions travailler ensemble, que vous puissiez travailler pour votre pays. Il m'a fait cette proposition. Je lui ai dit que moi, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à un groupe politique, le groupe Massavala. Je vais leur faire état de votre proposition. Nous allons examiner. Et puis, il faut qu'on regarde le contenu de votre proposition. Lorsque ce contenu nous regarderons, eh bien, nous apprécierons. Nous vous dirons oui ou nous vous dirons non. Donc, quand j'arrive, nous n'avons pas eu le temps de nous revoir. Les choses se sont accélérées. La suite, vous la connaissez. Je n'ai plus jamais revu M. Lacruche. J'imagine simplement la vie qui est la sienne, parce que la vie qu'il mène aujourd'hui, c'est celle que j'ai menée hier. Je vois à peu près où il se trouve. Oui, justement, à propos de prison, où se trouve Brice Lacruche à Lianga, vous n'avez cessé depuis votre sortie de lancer des alertes en vue de la sortie de tôle de certains de vos co-détenus. Je pense à Bertrand Zibi, je pense à Pascal Oyougou. Mais depuis votre sortie, quelles sont les entreprises administratives, politiques prises pour justement favoriser leur sortie de tôle? J'avais entamé, sans leur autorisation, hein, je le concède, hein, ils ne m'ont jamais mandaté d'aller plaider leur cause ou que ce soit, mais j'avais estimé, tout en sachant, tout en étant convaincu comme vous de l'indépendance de notre justice, mais je sais aussi qu'il y a un lien fort entre le ministre de la Justice, le procureur général, le procureur de la République, et le tribunal, que ce lien-là peut être utilisé pour faire bouger les lignes dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que, effectivement, j'avais posé dès le départ à M. Lacruche, à l'époque, directeur de cabinet du président, ma volonté, mon souhait de ne pas avancer tant que mes amis étaient en prison. Et il avait dit, bon, on verra à Libreville. Mais depuis, j'ai perdu tout contact avec le pouvoir, donc M. Lacruche arrêté, je n'ai pas vu venir vers moi une autre personnalité de la mouvance présidentielle. Moi également, je n'ai pas demandé à les voir, donc je n'ai rien entrepris. J'avais à l'époque rencontré, quelque temps après, le ministre de la Justice, qui est en ce moment le ministre d'État à la communication, M. Mbumbu Miakou. Je l'avais rencontré pour essayer de négocier la libération de mes amis. Bon, malheureusement, là aussi, il a vite changé de département ministériel. Voilà. Donc, je ne vous mentirai pas pour dire qu'aujourd'hui, je suis en contact avec telle ou telle personnalité dans ce sens-là. Je souhaite simplement que, il soit fait quelque chose pour leur libération. C'est pour ça que je saisis toutes les occasions qui se présentent à moi pour lancer des appels à leur libération. D'accord. Avant votre mot de la fin, quel est le décryptage de l'acteur politique avisé qui est le vôtre dans justement la perspective de 2003, qui est l'année 2023, qui est l'année de la prochaine présidentielle au Gabon? Un climat relativement délétère, une opposition amorphe, un pouvoir qui s'organise, des arrestations d'activistes de la société civile pro-opposition, une économie en berne, certainement renforcée avec la crise de la Covid-19. Quelle est la perspective, le regard, le décryptage de l'acteur politique que vous êtes dans cette perspective de 2023? Mais
moi je pense que 2023 peut être préparé de façon sage par l'union qu'on appelle de tous les acteurs politiques. Nous pouvons valablement préparer cette échéance. Moi, je voudrais simplement, d'expérience, conseiller mes amis de l'opposition que la provocation n'est pas forcément à notre avantage, ni à l'avantage de la cause que nous défendons. C'est-à-dire qu'un opposant, un activiste qui est en prison, bon, son nom parle, mais lui-même nous manque dans le combat. Parce qu'il est en état d'être neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne peut rien faire. Donc, moi je dis, ne prêtons pas le flanc. Parce que nous-mêmes, nous voulons construire un pays de droit. Nous-mêmes, nous voulons construire un pays de droit, un pays démocratique. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous devons commencer à avoir des attitudes qui soient conformes à ce que nous prétendons vouloir faire au Gabon. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis, bon, que quelqu'un vienne à visage découvert, ou même à visage masqué, faire des déclarations intempestives, que les autres peuvent utiliser pour dire, bon, oui, contre lui et contre toute la cause et tout le camp de l'opposition. Ça veut dire que les efforts que nous allons faire, que les uns les autres, ses amis vont faire pour le sortir de là, ces efforts-là, on en aurait besoin pour faire avancer la cause. Bon, quel est l'intérêt? Vous connaissez le rapport de force. Quel est l'intérêt de se mettre volontairement en dehors de la loi, hors la loi, par des déclarations?